Bonjour, c'est Sébastien. Abordons maintenant le chapitre 3 sur la réfraction. Saviez-vous que lorsqu'on a la tête sous l'eau et qu'on regarde vers la surface, l'image de tout ce qui se trouve à l'extérieur de l'eau est concentrée dans un cercle, comme on voit sur la photo ici. À l'extérieur de ce cercle, l'eau agit comme un miroir. La surface de l'eau agit comme un miroir, donc en fait ce que vous voyez à l'extérieur du cercle, c'est comme une réflexion du fond de l'eau. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que toute l'extérieur est concentré dans un cercle? Au terme du chapitre 3, nous allons être en mesure de comprendre ce phénomène-là. Un autre phénomène que nous pouvons comprendre grâce à la réfraction, c'est le phénomène des mirages. Il se produit un mirage lorsqu'il y a une variation dans la densité de l'air près de la surface du sol. Ça se produit quand le soleil vient chauffer intensément le sol, qui lui-même réchauffe intensément l'air qui est juste au-dessus. Et ça provoque cette illusion bien connue d'une espèce de simili-flaque d'eau. On a l'impression qu'il y a une flaque d'eau sur le sol, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Si on s'approche, éventuellement, le mirage disparaît, puis on réalise qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau. Soit dit en passant, les mirages sont très associés au désert. Je pense beaucoup à cause des bandes dessinées, comme Tintin par exemple. Mais en fait, une autre façon de les observer de manière très facile, c'est sur une autoroute, par une chaude journée d'été. Alors, ce que vous voyez ici, par exemple, ici, c'est carrément un mirage. Donc, il n'y a pas d'eau ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ici, on en a un autre exemple aussi. C'est très fréquent. Si vous promenez sur l'autoroute pendant l'été, vous allez en voir constamment. Parfois, les gens ne réalisent pas que c'est un mirage parce que des fois, les gens pensent que c'est juste dans un désert. Mais non. L'autoroute est un excellent lieu pour les observer. Alors, premièrement, qu'est-ce que la réfraction? La réfraction, c'est le changement d'orientation que subit la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Alors, par exemple, si vous avez un rayon de lumière en rouge qui arrive initialement dans l'air et ensuite va traverser une surface de séparation pour aller dans l'eau. Ce qu'on appelle la surface de séparation, c'est la surface qui délimite les deux milieux. Donc, si les deux milieux, c'est l'air et l'eau dans cet exemple-là, donc c'est la surface que vous avez ici. Au moment où la lumière va traverser cette surface-là, vous voyez qu'elle va changer de direction. Elle va dévier légèrement vers sa droite dans ce cas-ci. Remarquez que sur ce schéma, on a dessiné deux représentations de la lumière simultanément. Donc d'abord, on a représenté le rayon de lumière en rouge qui représente comme la direction de la propagation de la lumière. Et on a aussi représenté sous forme d'une onde. Donc les lignes que vous voyez ici en oblique, ça représente comme les fronts d'onde. Imaginez comme si c'était des ondes qui avançaient comme sur l'eau. On voit que lorsque les ondes passent de l'air à l'eau, les ondes, elles changent d'orientation. Et non seulement ça, elles changent de longueur d'onde aussi. Donc on voit que la distance ici entre deux crêtes est plus courte que ici. Donc autrement dit, la longueur d'onde, elle a diminué lorsque l'onde est passée de l'air à l'eau. Donc la longueur d'onde est plus petite dans l'eau qu'elle était dans l'air. Cette diminution de longueur d'onde dans l'eau fait en sorte qu'elle va moins vite dans l'eau par rapport à la vitesse qu'elle avait dans l'air. Autrement dit, en passant de l'air à l'eau, la lumière est ralentie. Pourquoi elle est ralentie? C'est parce que la lumière, elle va croiser plus de particules. Elle va interagir avec plus de particules dans l'eau que lorsqu'elle voyageait dans l'air. Et à chaque fois que la lumière arrive sur une particule, elle va comme exciter cette particule-là qui va ensuite réémettre la lumière, qui va ensuite arriver sur une autre particule qui va être excitée, puis ensuite réémettre la lumière, etc. Fait que plus ce phénomène-là doit se produire souvent, plus la lumière est ralentie par ces processus-là d'excitation, puis ensuite réémission de lumière. Pour donner une analogie, c'est un peu, imaginez qu'on a une course entre un acteur québécois relativement peu connu, et dans la même course, il y a aussi un acteur hollywoodien très connu, comme par exemple, disons, Brad Pitt. Et là, les deux se mettent à courir à peu près au même rythme. L'acteur québécois, lui, qui est assez peu connu, il se fait demander assez peu d'autographes parce qu'il y a peu de gens qui le connaissent. Fait que peut-être qu'une fois par 10 minutes, il se fait demander un autographe, il arrête, il signe son autographe, il recommence à courir. Donc il est pas trop ralenti par ça. De l'autre côté, on a Brad Pitt qui réussirait théoriquement à courir à la même vitesse que l'autre s'il était pas dérangé. Sauf que là, vu qu'il est tellement connu, tout le monde le connaît, tout le monde veut avoir son autographe, fait qu'à chaque
10 secondes, il se fait arrêter pour se faire demander un autographe, signe l'autographe, recommence à courir. 10 secondes plus tard, il se fait demander un autre autographe, signe l'autographe, recommence à courir. Ça fait en sorte que ça le ralentit considérablement dans sa course. Donc au final, l'acteur populaire, il réussirait à avancer beaucoup moins vite à cause qu'il est arrêté à tout moment. Alors c'est un peu le même phénomène qu'on a avec la lumière. Donc, si on imagine ici la lumière qui circule dans l'air, ça c'est un peu comme l'acteur québécois qui est pas très populaire. Alors lui, il se fait pas beaucoup arrêter, puis il va assez vite. Tandis que ici, dans l'eau, ça c'est un peu comme Brad Pitt, qui se fait arrêter à tout moment pour se faire demander les autographes. Alors lui, il est ralenti dans sa course. Donc sa vitesse est inférieure. Maintenant, on comprend que la vitesse de la lumière va changer dépendamment du milieu dans lequel elle se propage, c'est-à-dire dans le milieu dans lequel elle avance. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que ce changement de vitesse-là va-t-elle provoquer un changement de direction de la lumière? Pourquoi le fait de changer de l'air, passer de l'air à l'eau, pourquoi ça va faire dévier la lumière? Mais en fait, on peut encore le comprendre avec une analogie. Alors imaginons un skateboard qui arrive, au départ le skateboard roule sur le béton et ensuite il va arriver à la surface de séparation et ensuite il va rouler sur l'herbe. Bien entendu, le skateboard va rouler plus lentement sur l'herbe que sur le béton à cause du frottement, qui est beaucoup plus intense sur l'herbe que sur le béton. Autrement dit, il y a beaucoup plus de résistance à son mouvement sur l'herbe que sur le béton. Si jamais vous avez déjà essayé de faire du skate sur de l'herbe, vous le savez. Ou si jamais vous avez essayé de faire du vélo sur de l'herbe, vous le savez. Et si vous avez essayé de faire du vélo sur le sable, bonne chance. Donc, tout ça pour dire, on a une situation analogue, fait qu'on dit, en passant du béton à l'herbe, le skate doit diminuer sa vitesse. Et concrètement, si vous faites cette expérience-là, vous allez voir qu'effectivement, le skate va faire un petit virage, c'est-à-dire qu'il va dévier un peu de sa trajectoire initiale. Petite information importante, pour que vous puissiez observer ça, il faut que le skate arrive à angle avec la surface de séparation. C'est-à-dire que vous ne devez pas arriver à incidence normale. Incidence normale, ça voudrait dire on arrive directement comme ça, là. Donc à 90 degrés par rapport à la surface de séparation. Si vous arrivez directement à incidence normale, ben, vous allez juste continuer tout droit, il n'y aura pas de déviation. Puis soit dit en passant, c'est la même chose pour la lumière. Si la lumière elle arrive à incidence normale, elle va juste continuer tout droit. Même principe. Mais si votre skate n'arrive pas à incidence normale, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à 90 degrés, donc autrement dit, il arrive avec un angle avec la surface de séparation qui n'est pas 90 degrés, il va avoir effectivement cette déviation-là que vous allez observer. Puis si vous vous demandez d'où provient cette déviation-là, en fait, elle provient du fait qu'il y a des roulettes de chaque côté. Donc, il y a la roulette ici d'un côté, les roulettes de l'autre côté. Et ce qu'on observe, c'est que vu qu'on arrive à angle, la roulette qui se trouve ici, où est-ce que mon curseur, elle entre sur le gazon en premier. Cette roulette-là, elle est ralentie. Et pendant qu'elle est tout de suite ralentie, l'autre roulette, celle-ci, où est-ce que mon curseur, elle roule encore vite. Parce que cette roulette-là, elle est encore sur le béton à l'instant qui est représenté sur le schéma. Donc la combinaison de cette roulette-là qui s'arrête, pas s'arrête, mais ralentit considérablement, et celle-ci qui continue d'aller à la vitesse initiale, c'est ça qui force le skate à tourner. C'est un peu le même un phénomène analogue qu'on a avec une onde qui arrive sur une surface de séparation entre deux milieux optiques. Donc à la place d'être un essieu de skate, comme ça qui est en oblique, c'est le front d'onde qui arrive en oblique. Okay, les lignes bleues que vous avez ici, c'est les fronts d'onde, c'est comme l'équivalent des essieux de skate. Puis vu que les fronts d'onde arrivent en oblique, c'est le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire il y a une partie de l'onde qui est tout de suite ralentie. Donc, mettons, cette partie-là est ralentie très rapidement, alors que cette partie-là, elle va encore à sa vitesse d'origine, et c'est ça qui force le front d'onde à dévier. De la même manière que l'essieu du skate ici va dévier. Soit dit en passant, le mot réfraction provient du mot latin refractio, qui veut dire plier, briser. Pourquoi? C'est quoi le lien avec plier ou briser? Ben, c'est dû à cet effet optique que vous connaissez sans doute. On observe la fleur ici qui est dont une partie de la tige est immergée sous l'eau. Et on voit que on donne l'illusion que la tige est comme cassée.
Cette illusion que vous voyez, c'est dû à la réfraction de la lumière lorsqu'elle passe de l'eau à l'air. Donc en fait, il y a deux réfractions successives qui vont se produire, c'est-à-dire de l'eau au verre et ensuite du verre à l'air. Et on voit aussi que la tige, on la voit comme grossie. Elle est plus grosse là ici dans l'eau que ici dans l'air. On va observer la même illusion d'ailleurs si on a un poisson dans un bocal sphérique. On va pas voir le poisson de sa taille réelle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'aquarium, le poisson a l'air plus gros qu'il ne l'est en réalité.